bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire que nous réalisons aujourd'hui en duo avec Heidi Sevestre qui va traiter aujourd'hui sur comment la science peut accompagner les entreprises et les territoires dans leur stratégie d'avenir. Donc, je vais partager avec vous mon écran et nous allons pouvoir commencer. Nous aurons une séquence de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à les mettre dans le chat et comme ça, on pourra y répondre à la fin. Mais si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez me les mettre dans le chat. Alors, on y va. Alors, aujourd'hui, on va vous parler comment les glaciers sont des indicateurs clés pour les stratégies d'avenir de vos territoires ou des entreprises. Les 3 grands thèmes que l'on va traiter, c'est déjà un constat qu'Heidi va nous présenter sur leur baromètre et en quoi ce sont des alliés précieux. Pourquoi la transition est nécessaire et quels sont les impacts et pour qui. On va partager avec vous aussi des stratégies gagnantes que l'on a constatées depuis les quelques années où nous travaillons ensemble avec Heidi, que ce soit sur les entreprises ou les territoires. Et ensuite, on prendra un petit moment pour papoter, pour répondre à vos questions. Donc déjà, on va se présenter et Heidi, je t'en prie, je te laisse la main pour nous dire qui tu es. Avec plaisir. Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver en ce début d'après-midi. Alors, je suis glaciologue, vous en avez certainement entendu parler, mais c'est une glaciologue qui s'occupe des glaciers, qui mesure leur réaction au changement climatique. Et en tant que glaciologue, je travaille pour une institution qui s'appelle le Conseil de l'Arctique, alors qui est un petit peu obscur quand on est en France. Mais le Conseil de l'Arctique, ce sont en fait les 8 pays de l'Arctique qui se sont rassemblés pour créer un forum de discussion sur tout un tas de sujets, dont le changement climatique. Et avec mon équipe qui s'appelle AMAP, le Arctic Monitoring and Assessment Program, on s'occupe de toute la recherche sur le dérèglement climatique. On travaille aussi beaucoup sur les polluants, les contaminants, sur la santé humaine et la radioactivité dans l'Arctique. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, tout ce qui se passe dans l'Arctique impacte notre quotidien. Et donc, mon rôle aujourd'hui en tant que glaciologue, mais aussi en tant que personne qui communique énormément sur ce sujet, c'est essayer de nous rapprocher de ces sujets-là et de faire en sorte qu'on comprenne pourquoi des régions de neige et de glace sont aussi importantes, qu'est-ce qu'elles nous racontent, comment elles nous aident à peut-être se questionner sur nos stratégies de territoire et d'entreprise. Donc, je suis vraiment une communicante passionnée, enthousiaste. J'essaye de regarder ce sujet du climat avec le verre à moitié plein. Je suis vraiment une optimiste par nature et je suis convaincue que c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on arrivera à faire changer les choses. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir m'associer à Bella Ciao et à Alexandra pour œuvrer sur nos entreprises et nos territoires pour motiver le passage à l'action. Merci Heidi. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis Alexandra Lavarello. J'ai créé l'agence Bella Ciao en 2019 après avoir fait un parcours au sein du groupe La Poste et de la Banque Postale. Donc c'est une entreprise qui était avec vraiment des sujets environnementaux et sociétaux qui a été touchée de plein fouet dans sa transition de par la baisse du volume du courrier, de par la digitalisation de beaucoup de choses. Et puis, donc j'ai été un petit peu picousée sur ces sujets-là dans le cadre de mon parcours professionnel. Et comme je suis aussi passionnée par les enjeux environnementaux et sociétaux de l'humanité, c'est des choses qui m'animent au quotidien et que je suis heureuse de pouvoir traiter aujourd'hui au sein de l'agence Bella Ciao, qui est spécialisée sur ces thématiques-là, donc de responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Et quand j'ai croisé le chemin d'Heidi il y a maintenant un peu plus de 5 ans, ça venait mettre une grande pierre à l'édifice de ce projet que j'avais, que de faire intervenir des scientifiques auprès des dirigeants et des élus pour aller leur donner des explications éclairées pour qu'ils puissent prendre des décisions elles-mêmes éclairées sur leur territoire et dans leurs entreprises. Et c'est comme ça qu'on a commencé à aller avec nos bâtons de pèlerin à la rencontre d'entreprises, de territoires, pour leur expliquer les choses qui nous semblaient urgentes à avoir en tête. Et puis, les années ont passé, la crise sanitaire est passée aussi par là et on a fait grandir notre offre et notre accompagnement. Et aujourd'hui, on a plusieurs personnalités inspirantes scientifiques, mais pas que, avec qui nous sommes à mesure de travailler. Et on œuvre aussi dans la communication sur le traitement de ces informations et l'accompagnement de la transition auprès de nos clients. Aujourd'hui, on a une agence qui est basée à La Rochelle, on a une antenne à Metz, bientôt une au Sable d'Olonne et quelques interlocuteurs sur Paris. Et on œuvre auprès des dirigeants et des élus pour encourager le passage à l'action et valoriser les hommes et les femmes qui font bouger les lignes. Et puis, comme Heidi, je vois toujours le verre à moitié plein.
Donc Heidi, je t'en prie pour nous faire une petite escapade auprès de ces glaces qui nous sont si précieuses. Oui, avec plaisir. Merci, Alexandra. Déjà, je voudrais faire une petite intro en expliquant que oui, les glaces, parfois, ça nous paraît très loin, ça nous paraît être un sujet assez obscur, assez mystérieux. Mais finalement, ces glaces nous racontent énormément de choses sur comment notre climat a évolué dans le passé, comment il va évoluer dans l'avenir. Mais surtout, avec Alexandra, et à force d'intervenir auprès des territoires et des entreprises, on réalise à quel point ce sujet peut être moteur, déjà d'un déclic de compréhension de ce qui est en train de se passer au niveau du climat, mais vraiment un déclic pour le passage à l'action. Donc, par exemple, je voulais commencer avec ce diapo-là, en vous expliquant que les glaces, c'est parmi les meilleurs baromètres que l'on a sur Terre. Alors, j'ai mis une petite photo d'une carotte de glace qui a été prélevée là où j'habite une partie de l'année sur un petit archipel au fin fond de l'Arctique qui s'appelle le Svalbard ou le Spitsberg. Cette carotte de glace, elle a été récoltée un petit peu plus tôt cette année pour essayer de reconstruire comment le climat il a évolué dans cette partie du monde sur les dernières dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'années. Et en fait, c'est assez formidable de voir que ces glaces, c'est les meilleures archives de notre planète. Elles nous racontent qu'il y a eu des périodes sur Terre où le climat a changé naturellement, où il y a des moments où il y avait énormément de CO2 dans l'atmosphère, des périodes où il y en avait très peu. Et en fait, cette connaissance, c'est une connaissance fondamentale qui a encore une fois vraiment une fondation pour passer à l'action. Si on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui, on ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on remet en cause notre stratégie d'entreprise, notre stratégie de territoire. Si on n'a pas ces connaissances-là, en gros, on n'a pas le kit de ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, cette compréhension des climats passés, elle est vraiment très importante. Et ce que nous montrent ces carottes de glace, c'est qu'aujourd'hui, on est en train malheureusement de pulvériser les scores en termes d'utilisation d'énergie fossile, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est vraiment en train de bouleverser notre climat. Ce qui est formidable, c'est que ça, on le sait depuis très très longtemps. Ça fait plusieurs dizaines d'années, au moins 40-50 ans, qu'on est convaincu au niveau de la communauté scientifique que si on continue comme ça, à maltraiter notre environnement, à utiliser beaucoup d'énergie fossile, ça va nous le mettre dans le rouge. Et Alexandra, tu peux passer à la diapo suivante. En effet, aujourd'hui, on voit que notre climat est complètement bouleversé et réagit très très vite au changement climatique. Et là, je passe à l'étape suivante. On vient de parler des changements climatiques passés. Aujourd'hui, notre changement climatique, il est beaucoup, beaucoup plus rapide que ces changements passés. Ça se passe non pas à l'échelle de plusieurs générations, mais à moins d'une génération. Je pense qu'on a tous des souvenirs d'aller voir soit la mer de glace ou d'aller voir des écosystèmes qui se sont transformés ces 10-20 dernières années. Et là encore, c'est vrai que les glaces nous racontent quelque chose qui nous touche beaucoup, cet aspect, je pense, éphémère de ces écosystèmes, à quel point ces écosystèmes dont on a terriblement besoin aujourd'hui sont en train de réagir au changement climatique. Et j'illustre ça alors avec beaucoup de récits humains. Je montre souvent, moi, des photos de famille pour montrer à quel point ces glaciers réagissent au changement climatique. Mais je suis sûre que vous avez vu toutes et tous cette photo de ce couple britannique qui est allé voir le glacier du Rhône en Suisse à quelques dizaines d'années d'intervalle et qui nous montre encore une fois à quel point ces glaciers sont maltraités. Et si ça continue comme ça, on risque vraiment d'assister à la disparition quasi totale des glaciers dans les Alpes dans les prochaines décennies. Pour les glaciers des Pyrénées, il est certainement déjà trop tard. Donc, action, action, action. C'est pas trop tard pour sauver encore ces glaciers, mais c'est clair qu'il faut qu'on réalise à quel point ils sont importants. Et en parlant de à quel point ils sont importants, Alexandra, tu veux passer au diapo suivant, merci. Aujourd'hui, on est encore complètement les doigts dans la prise finalement de ces écosystèmes naturels. Que ce soit, là on est en plein dedans, on est en pleine saison du ski ou du moins des sports d'hiver. On sait qu'on peine beaucoup, en tout cas en ce moment dans nos montagnes. La durée du manteau neigeux, l'étendue du manteau neigeux est en train de se réduire vraiment à peau de chagrin année après année. Alors là, je suis très contente parce que ces derniers jours, je suis dans les Alpes. Il s'est remis à neiger au-dessus de 1000 mètres. Donc franchement, on croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais on en a encore terriblement besoin de cette neige. Et l'eau des glaciers, vous voyez sur la gauche notre beau glacier du Tour qu'on a dans le massif du Mont Blanc. Il faut réaliser qu'en France, on a encore énormément besoin de cette eau qui nous parvient essentiellement pendant la fin du printemps, pendant les mois d'été et une partie des mois d'automne. Cette eau, on va l'utiliser, encore une fois, pour tout un tas de choses, pour produire de l'énergie, pour de l'agriculture, pour l'industrie. Quand on regarde la quantité
déjà d'exploitation agricole, mais aussi d'industrie qu'on a le long du Rhin et le long du Rhône en France, on comprend qu'on a encore bien besoin de ces écosystèmes-là. Et même si on n'est pas à côté des glaciers, finalement, c'est le prix de notre énergie, c'est le prix de notre nourriture, c'est notre façon de déplacer des marchandises en France qui sont directement touchées aujourd'hui par la disparition de ces glaciers. Donc encore une fois, voilà, ils sont vraiment mis à mal par le changement climatique, mais aujourd'hui, si on agit, si on réagit le plus vite, on peut encore les sauver. Alexandra, on peut passer à la diapositive suivante. Ce que j'aime beaucoup faire autour de mes interventions, c'est de dézoomer un petit peu, de partir de la France et de vous emmener en expédition. J'hésite pas à évoquer notamment les régions polaires, qui sont des régions que j'aime énormément. Et je vous en ai touché 2 mots au début de cette petite intervention, mais de à quel point ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique et impacte le reste de la planète. Aujourd'hui, il y a un sujet qui nous concerne tous, c'est le fait qu'on a de plus en plus d'extrêmes météorologiques. Et ces extrêmes météorologiques, on est en train de le comprendre, c'est vraiment un sujet scientifique où la communauté scientifique est en train de travailler là-dessus aujourd'hui même. C'est un sujet tout nouveau, très complexe. Mais on comprend que plus on perd la banquise de l'Arctique, donc la glace qui est présente de façon permanente sur l'océan glacial arctique, plus ça dérègle des vents, vous voyez sur l'image de droite, plus ces vents sont déréglés, plus ça crée des événements météorologiques extrêmes chez nous. Et ces extrêmes climatiques, ces extrêmes météorologiques, ils se retranscrivent par exemple, des périodes très froides, brutales qui vont arriver, ou au contraire des périodes très chaudes, de sécheresse et de canicule intense, des périodes extrêmement humides, des périodes parfois au contraire où on ne voit pas une goutte d'eau pendant des mois et des mois. Et tout ça, en fait, c'est lié directement à ce qui se passe dans l'Arctique. Donc si on veut mieux comprendre, voilà pourquoi est-ce qu'on est dans une incertitude de plus en plus violente en termes de la météorologie. Il faut à tout prix comprendre ce qui se passe dans ces régions polaires et à quelle vitesse ces changements sont en train d'opérer. Et on peut passer à la diapo suivante, Alexandra. En termes de vitesse de changement, il n'y a pas que la météo qui est en train de changer très vite, il y a aussi le trait de côte qui est en train d'être bouleversé aujourd'hui par la fonte des calottes polaires. Vous avez sur la gauche, vous la reconnaissez peut-être, mais c'est la pointe sud de la calotte polaire du Groenland. Donc le Groenland, qui est la plus grande île au monde, qui est située dans l'hémisphère nord, dans l'Arctique. Le Groenland contient suffisamment de glace aujourd'hui pour augmenter le niveau des océans de 6 à 7 mètres. Donc c'est absolument monumental. La calotte polaire de l'Antarctique, donc qui est autour du pôle sud, en Antarctique, on a suffisamment de glace pour augmenter le niveau des océans jusqu'à 58 mètres. Et ça, malheureusement, très peu de gens le savent, très peu de gens réalisent à quel point, malheureusement, nos frontières, notre trait de côte, des territoires que l'on aime énormément, des territoires agricoles, des territoires touristiques, des territoires avec énormément d'échanges de marchandises, sont déjà affectés par l'élévation du niveau des mers et vont l'être encore plus. Et là, je vous ai mis sur la droite un des exemples que je montre lorsque je me rends dans les entreprises et dans les territoires de ce qui risque de se passer dans l'avenir si on a par exemple 1 mètre d'élévation du niveau des mers. C'est les zones que vous voyez ici en rouge. 1 mètre d'élévation du niveau des mers, c'est ce qui risque d'arriver. Alors c'est pratiquement plié d'ici les années 2070. Et ce que vous voyez ici, c'est une carte de l'île de Ré, une région évidemment qu'on aime tous. Et donc ça, c'est des choses qu'il va falloir anticiper. Et je suis convaincue que ces données scientifiques, ce kit pour préparer l'avenir, voilà, c'est vraiment un kit d'anticipation, de pouvoir prendre les bonnes décisions, parce que les décisions que l'on prend aujourd'hui, elles vont avoir un effet cumulé sur nos territoires dans les dizaines d'années à venir. Donc c'est maintenant que ça se prépare. Et enfin, pour terminer, c'est vrai que j'essaie d'enrober tous ces messages le plus possible de récits humains, de récits d'expéditions. Alors j'hésite pas à montrer des paysages qui nous transportent, des paysages qui parfois nous font rêver. Mais je pense que c'est très important d'ancrer ce message scientifique dans une réalité de terrain. Moi, ce que j'explique, c'est des choses que je mesure, des choses que j'observe moi-même. Ce sont des faits scientifiques qui sont absolument indiscutables. Et c'est très important de montrer que ce n'est pas des choses qui sont tirées d'une boule de cristal. Au contraire, c'est la réalité de ce terrain. Et moi, le terrain, c'est quelque chose qui me parle énormément. Avant d'aller en glaciologie, j'ai fait un lycée agricole. J'ai encore énormément de respect pour tous ces métiers de territoire, pour tous ces métiers de terrain. Et donc, c'est très important pour moi de vous embarquer avec moi en expédition et de vous montrer ce qui se passe dans ces régions qui sont parfois très lointaines. Mais finalement, tout ce qui se passe là-bas nous impacte au quotidien. Et encore une fois, nous permet vraiment d'anticiper ce qui va se passer et nous montre pourquoi il est essentiel aujourd'hui de faire cette transition. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais redonner la main à Alexandra.
Merci. Merci Heidi. Bien entendu, toutes les questions que vous pourrez avoir sur cette partie-là, n'hésitez pas à les centraliser, on y répondra à la fin. Donc, une fois que voilà, les constats sont posés, on est d'accord qu'il y a une transition qui est nécessaire à arbitrer, et peut-être que certains et certaines d'entre vous, dans leurs entreprises ou dans leur territoire, vous êtes déjà dans cette dynamique, et bravo pour tout ça, parce qu'on sait à quel point ce travail de terrain est très très important et bien souvent difficile aussi à mettre en œuvre. Donc, on sait ce que c'est, et c'est un véritable enjeu collectif qui est présenté devant chacun. Donc, on voulait s'arrêter un petit moment sur ce point, sur justement comment on fait pour avancer, par exemple si on part de zéro, ou au moins en tout cas à quoi on peut se référer pour savoir d'où on part et où on va. Il faut forcément faire un état des lieux pour se dire, voilà où je suis moi, dans ma structure, dans mon territoire, et voilà où on va. Et ça, on ne le fait pas tout seul. Il faut mettre les gens qui vont bien autour de la table pour pouvoir en parler. Et vous avez ensuite des éléments qui peuvent vous aider à vous structurer. Donc en priorité, c'est la réglementation, avec une réglementation qui se structure de plus en plus. Vous avez la norme ISO 26000 que vous devez probablement connaître, qui est la référence internationale, pour laquelle il n'y a pas de coercition, au sens vous n'êtes pas obligé de la mettre en œuvre, mais ça vous donne des indicateurs qui sont assez pertinents pour pouvoir vous référer à ces engagements de développement durable. Et ensuite, vous avez la CSRD, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est en application depuis le 1er janvier 2024 et qui fixe de nouvelles normes et obligations, notamment de reporting extra-financier, et qui va toucher à des données dites ESG, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui touchent à l'environnement, le social et la gouvernance. Et ça concerne les grandes entreprises et les PME qui sont cotées en bourse. Et progressivement, avec le temps, cela va toucher toutes les entreprises de toute taille, et l'entonnoir va se resserrer. Et ça se fait de manière assez progressive, et je vous invite à vous rapprocher de vos experts comptables pour plus de précision sur ces points-là. Et pour les territoires, eh bien, c'est également la même dynamique pour pouvoir avoir des ambitions de territoire qui prennent en compte le fait que les cartes vont être clairement rejouées à moyen et à court terme, qu'il va y avoir un impact sur les infrastructures, qu'il va y avoir un impact sur le business, sur les modèles économiques, certainement aussi sur des filières pour vos fournisseurs, pour les entreprises qui sont implantées sur votre territoire. Et tout ça va être indispensable à prendre en compte. Donc, pour l'anticiper, eh bien, il faut aussi poser une stratégie pour pouvoir définir quels sont les objectifs que l'on veut atteindre avec des indicateurs précis, allouer les ressources nécessaires, que ce soit humains, financiers ou matériels, et bien entendu se faire aussi accompagner par des experts pour toute cette structure. Vous avez des cabinets de consultants RSE qui sont spécialisés là-dedans. Nous, on travaille beaucoup avec Rupture Engagée. On a fait un webinaire avec Marion Martinez, sa dirigeante, la semaine dernière sur ce sujet. C'est vraiment important de pouvoir partager ces avancées-là, quand bien même si vous avez un service interne de RSE ou un service transition sur le territoire, auquel cas, voilà, ce sont des personnes qui sont extrêmement ressources et sur lesquelles il faut pouvoir s'appuyer. Et ensuite, eh bien, vous avez également les constats scientifiques. On va en parler ici. Et là, Heidi, je t'en prie, si tu peux nous donner quelques billes sur en quoi la communication scientifique peut être au service des enjeux environnementaux. Oui, avec plaisir. Merci, Alexandra. C'est vrai que c'est absolument essentiel, comme tu l'as dit, de se faire accompagner par des experts. Nous, on est là pour ça. C'est vraiment notre responsabilité. C'est notre travail de diffuser ces connaissances au plus grand nombre. Et on ne le fait pas n'importe comment, ça c'est clair. C'est important de bien réaliser que nous, les experts, on n'est pas là pour vous faire les 3000 pages ou 7000 pages des rapports du GIEC. Au contraire, on est là pour vraiment adapter ces faits scientifiques, ces observations à votre diagnostic de territoire. Et ça, c'est vraiment important à réaliser qu'à chaque intervention que l'on fait avec Alexandra, on prend vraiment le temps de comprendre quelle est la situation, quels sont les enjeux, quelles sont vos forces, quelles sont vos difficultés, et de faire en sorte que l'on fasse mouche avec nos messages scientifiques. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de vulgariser, de sensibiliser avec des mots simples, avec des graphes qui sont compréhensibles par tout le monde. Et là, je pense que c'est vraiment notre force de faire en sorte que, quel que soit le niveau dans la salle, on ne lâche absolument personne et on fait tout en sorte que pour que tout le monde comprenne et puisse vraiment s'emparer de ces enjeux. Ces faits scientifiques, ils doivent devenir en fin de compte des outils pour cette transition. Une fois qu'on les a compris, une fois qu'on les a acquis, ils vont nous permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est absolument crucial. On n'est vraiment pas là pour perdre qui que ce soit.
La deuxième chose, c'est vraiment ces récits. Ces récits, moi, ça m'a pris beaucoup de temps à le réaliser, mais maintenant, j'en suis convaincue que c'est pas en balançant pendant 1 heure ou 2 heures toutes les statistiques et tous les graphes que je connaisse que ça va faire mouche. C'est au contraire beaucoup plus par des récits humains, beaucoup plus par des histoires que l'on aurait pu connaître ou que nos voisins ou que notre famille aurait pu connaître qu'on va arriver à faire mouche et surtout qu'on va arriver à convaincre peut-être les personnes qui traînaient le plus les pieds pour se lancer dans cette transition-là, quelle que soit leur raison. Et donc, ces récits humains, c'est vraiment ce qui peut arriver, alors comme on le dit parfois avec Alexandra, à faire hippon, c'est-à-dire à vraiment à créer un déclic, en fait, quelle que soit l'entreprise et quels que soient les territoires. Et ça nous permet de comprendre pourquoi on le fait. C'est un sujet qui nous dépasse tous, ce changement climatique, l'érosion du vivant. C'est des sujets qui nous paraissent monumentaux et ils le sont. Mais il faut commencer là où on est avec les outils que l'on a et comprendre que si on le fait, c'est certes pour nous, mais c'est aussi pour les générations futures. C'est aussi pour que notre territoire devienne plus robuste, que notre entreprise continue à être robuste dans les années et dans les décennies à venir. Et enfin, c'est vrai qu'on essaie de le faire, comme l'a très bien dit avec Alexandra, avec tout le monde. Ça, c'est vraiment vital. On a le même problème dans les sciences, ce problème de silo où parfois personne ne se parle. On reste expert de son domaine et on n'ose pas trop interagir avec d'autres domaines. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment impliquer tout le monde. J'évoque énormément ce sujet du triangle de l'inaction. Le triangle de l'inaction, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un triangle. Donc, au sommet du triangle, vous avez par exemple le gouvernement, les élus. Ensuite, vous avez les entreprises dans un autre coin et les citoyens dans un autre. Et plus souvent, ce que l'on remarque, c'est qu'on est un peu à se pointer du doigt, quelle que soit cette catégorie. On essaye d'attendre que ce soit l'autre de réagir, alors qu'en fait, c'est vraiment en travaillant tous ensemble qu'on y arrivera. Et donc, cette dynamique, elle est absolument cruciale de sensibiliser tout le monde à tous les niveaux, les entreprises, les élus, les citoyens, et vraiment de montrer que tout le monde a un rôle à jouer dans cette transition. Donc ça, c'est vraiment crucial de faire alors j'ai pas de mot en français, mais ce empowerment, de montrer qu'on a tous un rôle à jouer. Ça, c'est absolument crucial. Et surtout, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en lumière ce qui existe déjà. Parce que souvent, franchement, il faut se féliciter de ces victoires, de ce grand tâche que l'on fait dans cette transition qui est jamais facile. Et nous, on est là aussi pour ça, pour faire ce diagnostic, pas que de ce qui va pas, mais aussi faire ce diagnostic de ce qui va et de pouvoir le transmettre aussi lors de ces interventions à toutes ces échelles de territoire pour que tout le monde continue à s'embarquer dans ce programme. Oui, ça c'est vraiment un point qui nous tient énormément à cœur que de pouvoir valoriser ce qui se fait déjà dans les structures ou dans les territoires. Et justement parce que c'est cette dynamique de silo qui est liée aux structures inhérentes et qui pénalise aussi beaucoup l'avancée. Il va y avoir des endroits, des structures où les gens vont être vraiment dans cette dynamique de travail collectif parce que c'est impulsé au plus haut niveau. Et puis d'autres, ça va être plus difficile. Donc on fait en sorte de contribuer à faire du lien pour que les actions puissent être valorisées à tout niveau, que ce soit au niveau des acteurs éco. Vraiment pour les territoires, c'est très parlant quand il y a un service qui nous contacte et c'est le service de la transition par exemple. Eh ben ils n'ont pas été forcément parlé avec le service culturel ou le service économique et ils vont se rendre compte qu'ils ont plein de belles choses à partager sur des choses qui sont mises en œuvre et qui peuvent être mutualisées. Et donc ça c'est aussi notre rôle que d'être facilitateur là-dessus. Et quand ça se passe comme ça, c'est vraiment super. Donc les constats scientifiques qui permettent d'alimenter vraiment les choix stratégiques et ça nourrit aussi des décisions qui vont être éclairées par les dirigeants et après toute la chaîne qui va découler, que ce soit les managers mais aussi les personnes plus opérationnelles et de terrain. Et puis après tous les élus, les agents territoriaux et après jusqu'aux citoyens pour faire comprendre la dynamique du territoire. Donc Heidi, toi, qu'est-ce que tu peux partager avec nous sur justement le fait d'anticiper ces gestions de risques et aussi de voir que c'est une opportunité pour stimuler l'innovation avec quelques petits points de vigilance. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on a eu la chance d'être invité par Quand la mer, l'AGLO, pour évoquer justement cette vulnérabilité face à l'augmentation du niveau des mers. C'est un sujet dans cette région que tout le monde connaît, que tout le monde comprend. Encore faut-il réaliser à quelle vitesse à laquelle ça risque de se passer. Alors, ce qui est assez formidable en Normandie, c'est qu'ils ont pas très loin d'eux des experts absolument formidables, comme le GIEC Normandie, par exemple, le GIEC Normand qui fait du super boulot à ce niveau-là. Et nous, on est vraiment arrivés pour leur partager aussi les toutes dernières connaissances que l'on a sur ces sujets-là. En termes de submersion, c'est très clair que
la hausse du niveau des mers risque vraiment d'affecter considérablement la ville de Caen et ses alentours. Il y a déjà notamment des déplacements d'exploitation agricole à cause de ce retrait du trait de côte. Donc pour nous, c'était absolument essentiel de partager ces connaissances-là et de leur permettre d'anticiper ce qui va se passer. On a passé une journée extraordinaire à Caen-la-Mer pour sensibiliser notamment les jeunes générations, ensuite les maires, ensuite les élus, les agents territoriaux et ensuite le grand public. Et je pense que quand on arrive à le faire de cette façon-là, on comprend pourquoi certaines décisions doivent être prises. Certaines décisions peuvent être par exemple du renoncement de certains projets immobiliers par exemple, ou au contraire d'utiliser cette opportunité pour restructurer son territoire autrement, donner peut-être plus de place à la nature, créer des nouveaux parcs, etc., etc. Et on évoque énormément aussi les solutions, que l'on peut mettre sur ces territoires-là. Au-delà de ce qu'on ne peut pas faire, les solutions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce qu'on aime beaucoup mettre en lumière, c'est notamment ces solutions de travaux avec la nature. Toutes les nature-based solutions, on sait que c'est de très loin ce qui marche le mieux. De mettre en lumière aussi les entreprises, les alliés sur ces territoires qui nous aident justement à faire cette transition-là, c'est absolument crucial. Et de voir comment, en travaillant avec tous les aspects de notre société, on peut vraiment faire la différence. J'aime aussi, alors ça c'est un petit aparté que j'aime mettre en lumière, c'est de faire attention de ne pas tomber dans la maladaptation. C'est un sujet qui est très prenant là en ce moment. C'est vrai que dans les Alpes, parfois, on a tendance à être pas mal plongé là-dedans. La maladaptation, c'est quoi? C'est de mettre en place des solutions. Alors, la plupart sont assez technologiques, qui risquent en fait de créer plus de conséquences négatives que de conséquences positives. Souvent, ce qui est mis en lumière comme maladaptation, par exemple, ça pourrait être des canons à neige à outrance, dans des stations de ski qui sont peut-être à basse altitude, où on sait que ça va devenir très compliqué de continuer à les utiliser. Et cette maladaptation, elle est souvent illustrée par le mot de la géo-ingénierie. Donc voilà, c'est des technologies qui visent à manipuler le climat à grande échelle, de façon délibérée. Je ne vous cache pas que c'est parfois un petit peu les shadocks, la géo-ingénierie, il faut vraiment faire attention. Les meilleures solutions, on les connaît, elles existent déjà, c'est de travailler avec cette nature, de tout faire pour la rendre plus solide, plus résiliente. Et franchement, c'est bon pour elle et c'est bon pour nous aussi. Merci Heidi. Et donc voilà, face à ça, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, entre le combo science, entreprise et territoire, on arrive à voir quelles sont les stratégies gagnantes. Et on a dilué un petit peu quelques éléments clés de la recette. Mais vraiment, la dynamique collective, c'est déjà le premier pilier, le plus important, de pouvoir travailler en collectif avec toutes les parties prenantes, puisque tout le monde est concerné. Donc que ce soit les citoyens, qu'il s'agisse des enfants, mais aussi des adultes, qu'il s'agisse des acteurs économiques, qu'il s'agisse des acteurs institutionnels, des maires, les entreprises, les DESADI, mais toutes ces personnes-là sont concernées par les enjeux du réchauffement climatique. Donc nécessairement, de travailler ensemble, c'est important. Et ça, à l'échelle d'une entreprise, que ce soit là où elle est implantée, mais également avec les fournisseurs, les clients, les employés, toutes ces personnes-là doivent être intégrées dans la réflexion. Et sur un territoire, c'est exactement la même chose. Toutes les personnes qui vivent, qui sont de près de loin concernées par la vie sur le territoire, sont également concernées. Donc il y a des enjeux qui sont prioritaires à poser, bien entendu, avec des choses à court, moyen, long terme, qui vont impacter les décisions. Et surtout, le fait de ne pas travailler en silo, c'est quelque chose qui peut être vraiment une dynamique gagnante, parce que on perd en efficacité, on perd en fluidité d'information. Et on l'a vu, il y a des collectivités qui mettent clairement la feuille de route au niveau de la stratégie de transition qui est signée par l'ensemble des maires de l'agglomération. Donc quand déjà on arrive à des énergies comme celle-là, c'est formidable de pouvoir se dire, on est tous autour de la table et c'est pas uniquement ceux qui sont en charge de la transition sur le territoire qui portent ça de leur côté. Donc enlevons l'isolement des personnes qui portent ces sujets et travaillons tous ensemble, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ensuite, il y a un point que nous, on aime beaucoup traiter aussi, c'est le sujet de l'éco-anxiété, puisque d'informer, c'est bien, de sensibiliser, c'est très bien, mais après, il faut aussi être en mesure d'accueillir et de recevoir cette émotion qui génère beaucoup, beaucoup d'impact auprès des hommes et des femmes qui sont acteurs de cette dynamique. Donc, c'est très important de pouvoir l'intégrer. Et nous, ce que l'on préconise en priorité, c'est le passage à l'action pour après que chacun puisse s'emparer de quelque chose pour se sentir utile et efficace. Donc à l'échelle d'une entreprise ou d'un territoire, c'est quelque chose qui est tout à fait en capacité de mettre en œuvre.
Après, bon, ben, s'il y a des choses qui touchent à la santé mentale, il faut être aussi en mesure de l'accueillir et de le traiter. Donc voilà, ça fait partie des points structurants sur lesquels vous devez vous appuyer pour en tout cas le prendre en considération parce que ça va augmenter. Donc voilà, si les hommes et les femmes sont figés par l'éco-anxiété, eh bien on ne peut pas passer à l'action. Donc voilà, c'est très important de le prendre en compte. Et puis voilà, le fait de donner du sens à sa stratégie, nécessairement, ça permet d'emmener les gens avec vous. Et pour cela, il faut être avec des choses qui sont atteignables, avec des ressources quantifiées de manière aussi raisonnable pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et puis, on le voit sur les structures avec lesquelles on a été amené à travailler, que ce soit entreprise ou territoire. Ce qui est formidable, c'est que vraiment, ça met une posture de pionnier parce que tout le monde y va avec son bâton de pèlerin pour essayer de trouver des solutions et d'inventer un monde différent, d'inventer une filière qui va être différente, d'inventer des modèles qui vont être différents. Et du coup, forcément, d'une entreprise, d'un secteur d'activité, d'un territoire à l'autre, il va y avoir des choses différentes. Et le but, c'est pas de calquer la même chose pour tout le monde, mais c'est vraiment d'avoir une personnalisation par rapport aux enjeux qui sont les vôtres. Et ça nécessite de se mettre aussi dans une posture de pionnier, puisque on ne sait pas trop comment on va avancer dans tout ça, mais néanmoins, vous devenez des ambassadeurs de vos engagements et avec les employés, avec les citoyens qui peuvent en témoigner, c'est vraiment une force très très importante de pouvoir témoigner de ça. Donc la communication que vous pourrez tirer aussi de votre dynamique, de votre transition, de vos engagements, il faudra qu'elle soit quand même avec sincérité et transparence. Voilà, là c'est sur le volet communication c'est le volet communication qui parle. Mais voilà, pour éviter tous les sujets de greenwashing, de social washing qu'on a vu à tort et à travers et qu'on continue de voir et qui peuvent nous hérisser un petit peu. Mais voilà, la transparence et la sincérité, il y a vraiment que ça qui compte pour en tout cas inspirer les autres. Et voilà, si en tout cas vous êtes un territoire et que vous avez identifié les difficultés d'embarquer ces piliers pour avancer, que je vous ai évoqué tout à l'heure, former et éduquer contribue à cet embarquement et d'assurer un fil conducteur sur du moyen long terme. Ça, c'est vraiment indispensable. Heidi, si tu veux donner justement quelques exemples de territoires, en plus peut-être de Caen-la-Mer, j'avais noté pour les canons à neige, mais les décisions qui peuvent être prises au niveau des territoires qui peuvent... Est-ce que tu peux compléter ? Oui, c'est vrai qu'on a passé aussi pas mal de temps en montagne, hein. Tu évoques les canons à neige, où malheureusement en montagne, le dialogue est difficile. Et c'est vrai que c'est assez formidable en fait lors de ces événements, lors de ces interventions, d'arriver à rassembler tout le monde, tout simplement pour continuer à garder ce dialogue ouvert. C'est absolument crucial. Aujourd'hui, se clasher les uns les autres vraiment n'amène à rien. On a tous, je pense, à cœur en fait de préserver ces territoires qu'on aime énormément. Voilà, je pense à mes montagnes, évidemment qu'on les aime, évidemment qu'on a envie que ces territoires continuent à être attractifs, que ces territoires nous permettent de continuer à vivre dans nos montagnes. Et malheureusement, la situation est très compliquée aujourd'hui. Donc, on aide aussi à fortifier ce dialogue, à faire en sorte que tout le monde réalise ce qui se passait. Franchement, je sais que j'insiste là-dessus, mais aujourd'hui, quand on sait qu'il y a encore, les dernières statistiques nous montrent qu'il y a quand même 4 climato-sceptiques sur 10 personnes en France, c'est pas enfoncer une porte ouverte que de dire il est absolument crucial aujourd'hui de continuer à sensibiliser et à éduquer sur ce sujet du changement climatique. C'est un sujet qui, malgré tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est un sujet qui continue à diviser, qui continue à ne pas être tout à fait clair. Donc nous, vraiment, on se pose dans cette posture de scientifiques, d'experts, qui sommes tout simplement là pour éduquer, pour sensibiliser et faciliter le dialogue. Et quand on arrive à faire ça sur les territoires, franchement, on peut être fiers de nous. Merci Heidi. Et voilà, après sur les entreprises, auprès d'elles, c'est également, voilà, il y a les difficultés qui peuvent être rencontrées, c'est d'embarquer toutes les parties prenantes. Donc ça va aller de la direction, des actionnaires, des collaborateurs, les fournisseurs, les clients. Et on pourrait même élargir avec le maillage institutionnel local sur lequel l'entreprise est implantée, qui nécessite d'embarquer tout le monde pour pouvoir avancer ensemble. Et voilà, quand il y a des entreprises qui s'installent sur un territoire, il y a une réglementation qui va peut-être être en vigueur, donc il faut en tenir compte. Et après, il va y avoir cette difficulté de pouvoir embarquer tout le monde. Donc,
toujours la même méthode gagnante de former, d'éduquer et d'assurer un fil conducteur sur du moyen long terme. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on identifie comme étant une valeur sûre. Et pour ça, voilà, il y a les hommes et les femmes dans les entreprises qui font vivre ces sujets-là et que l'on connaît au quotidien dans notre métier. Et on voit aussi souvent à quel point ils sont seuls. C'est un constat qui nous est beaucoup partagé, de devoir appliquer des réglementations et répondre à ça, et pas toujours avoir l'adhésion de toutes les parties prenantes. Et pour ça, bien entendu, c'est très difficile sur du long terme. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre, comme quoi il faut intégrer tout le monde, être vraiment dans cette dynamique collective, et parce que ça permet d'intégrer ces actions RSE de manière beaucoup plus bénéfique, d'avoir des choses qui sont éclairées sur les enjeux de demain. Donc nécessairement, ça peut éviter aussi bien des mauvaises histoires. Et puis, en tant que structure, vous contribuez aussi à votre image de marque et de marque employeur et d'attractivité, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui se lancent sur le marché du travail souhaitent avoir du sens dans leur travail. Donc, nécessairement, ces décisions que vous prenez aujourd'hui vont impacter les salariés que vous aurez demain. Et Alexandra, je peux peut-être, si tu me le permets, donner quelques exemples Bien sûr. de stratégies d'entreprise où justement on a fait appel à nous pour faire ce déclic-là, que ce soit lors d'un lancement d'une nouvelle stratégie RSE, de lancement d'un plan de décarbonation. Ça peut être aussi tout simplement pour sensibiliser tous les collaborateurs jusqu'au COMEX, jusqu'au COMDIR. Ça peut être aussi parfois pour éduquer les fournisseurs, pour leur expliquer pourquoi l'entreprise met en place une nouvelle stratégie d'achat pour pouvoir créer ses produits. Donc vraiment sur toute la chaîne de valeur, on peut intervenir pour créer ce déclic au sein des entreprises. Et là, franchement, on a fait mouche cette année. On est intervenu à des moments clés. Alors, on avait vraiment pris le temps de construire ces interventions pour arriver au bon moment dans la vie de cette stratégie d'entreprise et vraiment créer ce déclic. Et à chaque fois, ça a marché. Et franchement, je suis très heureuse de ce qu'on a pu co-construire avec ces entreprises-là. Ouais, merci Heidi. Et voilà, alors on vous a mis un peu quelques images pour vous donner un peu une idée, parce que c'est toujours difficile de pouvoir résumer l'ensemble de notre travail, et souvent les images sont plus parlantes, et on a tellement de joie à échanger avec des équipes qui sont tellement, on les appelle nos équipes de warriors, parce que sans eux sur le terrain ou dans les structures, c'est impossible. Et je sais que parmi vous, il y en a qui sont connectés, et on vous fait vraiment un gros clin d'œil, parce que c'est impossible de faire avancer les choses s'ils sont pas là. Et donc nous, on vient avec notre pierre à l'édifice pour donner encore plus d'impact auprès de toutes les cibles qui sont nécessaires, et on fait en sorte que les choses aient du sens. Voilà, c'est vraiment ça qui nous donne l'envie de nous lever le matin, c'est que ça ait du sens, et que quand on va à la rencontre de vos différentes cibles, ça permet de faire germer dans l'esprit des personnes quelque chose qui va être vertueux pour l'avenir. Donc donc ça va par des rencontres avec des scolaires. On utilise beaucoup le dessin pour pouvoir leur expliquer les choses. On utilise aussi, depuis peu, on a intégré une comédie musicale pour expliquer encore plus petit, qui précède souvent l'intervention d'Heidi. Des rencontres en toute proximité. Et puis, ça va aussi à des échanges autour de la table avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une réunion des maires. Et voilà, donc on sait s'adapter et être très haut niveau et en même temps très concret. Et on joue le jeu, en tout cas, Heidi se prête à l'exercice médiatique dès lors qu'il y a un déplacement sur un territoire ou dans une entreprise, pour donner encore plus de visibilité aux actions qui sont faites sur le territoire. Heidi, est-ce que tu veux partager, avant qu'on réponde aux questions, peut-être une anecdote ou un bon souvenir que tu as de ces rencontres? J'en ai à l'appel. Non, mais c'est vrai que c'est des souvenirs absolument extraordinaires. Et en fait, on voit dans ces rencontres à quel point tu parlais des warriors du climat, des warriors de cette transition, à quel point c'est important qu'on soit là et qu'on se serre les coudes et qu'on puisse dialoguer. C'est vrai que moi, je suis vraiment satisfaite d'une intervention auprès de maires, auprès d'agents, auprès d'entreprises ou auprès du grand public, quand on arrive à avoir ce dialogue à la fin, quand tout le monde ose participer,
poser des questions et qu'on arrive à avancer ensemble. Et ça, franchement, c'est des moments absolument passionnants parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. Donc, quand on arrive à faire cette alchimie, d'avoir passé une journée à former tout un tas de cet aspect de cette société, on voit qu'on a envie d'avancer ensemble et on a encore plus envie de regarder l'avenir, comme on disait au début, avec le verre à moitié plein. On a envie de faire partie de ce chemin-là, quoi. Et c'est ça qui est vraiment formidable, c'est qu'une fois qu'on a compris ce qui se passe, qu'on prend conscience en fait des forces de ce territoire, des experts qui sont là, de toute l'énergie qui existe autour de nous, mais on n'a qu'une envie, c'est de s'y jeter, quoi, et de participer à cet élan. Donc franchement, un merci infini à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer cette année, parce que j'ai même du mal à trouver des anecdotes précises, tellement qu'on a eu de moments forts. Et en tout cas, très heureuse d'avoir pu mettre notre petite brique à cet édifice. Ouais, merci Heidi. Puis des longues journées, parce que c'est des rythmes assez denses. Mais là, je vois par exemple pour Caen, parce que c'est frais dans ma tête parce que c'était il n'y a pas très longtemps. Ouais. Mais quand Mathieu nous a sollicité, eh bien en fait c'était pour une intervention qui était dans un cadre d'un programme qui était défini. Et en fait, on a structuré progressivement ensemble un programme d'une journée. Et la rencontre avec les maires au départ n'était pas du tout prévue. La rencontre avec les agents territoriaux n'était pas du tout demandée. Et c'est justement en avançant ensemble avec les différents services que l'on a pu arriver à cette journée à impact et où au final le cahier des charges était ultra rempli parce qu'on a eu un impact multiplié. Alors je ne saurais pas vous dire en chiffres mais on a rencontré plus de 1000 personnes physiques au lieu peut-être de 300 qui étaient possibles dans la salle, plus tout l'impact médiatique autour et la communication qui a été faite tant par l'agglomération et les communes alentours et puis les médias qui ont relayé. Donc voilà, pour nous c'est toujours une vraie réussite quand l'impact il est optimisé et réussi. Voilà. Donc écoutez, on a avec grande joie partagé ce qui nous anime au quotidien et on est à votre disposition pour vous répondre à vos questions. Et j'en profite, voilà, je passe vous l'aurez dans la présentation que l'on vous enverra avec le replay. C'est l'ensemble aussi des personnalités inspirantes avec qui nous travaillons et qui accompagnent aussi Heidi dans la divulgation de tous ces messages. Hop, voilà. Alors, je vais aller regarder les questions-réponses. Alors, je crois qu'on a déjà une main levée d'une certaine Emeline. Coucou Emeline. Alors Emeline, on t'écoute. Salut les filles. Ça me fait très plaisir de te voir Heidi. C'est que pareil. On se suit mais on se croise. et bon, Alexandra, on se croise aussi. On se voit pas beaucoup. Merci pour ces retours. C'est très très intéressant et c'est très enthousiasmant de voir en fait à quel point ça fonctionne aussi en termes de communication. Pour les gens qui ne me connaissent pas, moi je suis chercheuse en écologie marine et en fait je travaille beaucoup sur l'impact des activités humaines en mer et notamment sur les oiseaux et les mammifères marins qui sont également touchés par les changements climatiques. Et à mon niveau, on essaie de faire beaucoup de sensibilisation. Ça, c'est pas forcément toujours très très évident d'arriver à faire émerger ce sujet, parce qu'effectivement, il y a une énorme couverture médiatique sur les changements climatiques, etc. Et vraiment, un de mes objectifs pour l'année à venir, c'est d'arriver à faire sortir le sujet de la biodiversité, parce que la crise de la biodiversité, c'est quelque chose de très très important. Et en plus, sachant qu'il y a plein d'outils aussi qu'on peut mettre en place et qui concernent aussi les entreprises ou les territoires, parce qu'il y a des trucs hyper concrets à mettre en place pour pouvoir favoriser, entre guillemets, avoir un impact positif en fait sur cette biodiversité marine qui est tout aussi importante que le climat pour la résilience des territoires et la résilience du globe, quoi. Voilà. Donc c'est très intéressant, de voir ça. Et je me disais, ma petite question pour faire court, c'est comment tu as fait le chemin, Heidi, justement, je pense avec Alexandra, vous avez beaucoup réfléchi à comment on passe du message scientifique au message qui va pouvoir vraiment parler à des acteurs territoriaux ou des entreprises ou territoires. Et est-ce que vous avez des pistes justement sur comment on fait émerger un sujet qui n'est pas aussi visible peut-être que le changement climatique ?
Ouais, super. Merci beaucoup, Emeline. Très heureuse de te retrouver. Tu as raison. J'en parle beaucoup en ce moment avec d'autres personnes qui essayent, comme toi, voilà, de sensibiliser, de vulgariser sur la biodiversité. C'est moins évident que le climat. Le climat, c'est quelque chose qui, voilà, si on a une sécheresse, si on a une tempête, si on a des précipitations anormales que l'on ressent directement, la biodiversité nous paraît un petit peu loin. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que les glaciers, parfois, se rapprochent pas mal de la biodiversité parce que des glaciers, quand on est au beau milieu de la France, c'est vrai que ça ne parle à pas grand monde. Et je comprends pourquoi, ça nous paraît très loin physiquement, mais en fait, j'essaie de rendre ça concret au quotidien. Comment notre quotidien est impacté par ces sujets-là, que l'on habite à proximité de ces espaces-là ou pas. Donc de parler de son porte-monnaie, de la fin du mois, de parler de sa santé, de parler de la façon avec laquelle on va au travail, voilà, de rendre ça vraiment ultra concret et de montrer les possibles, comme tu le fais très bien, ça je le sais, mais de montrer les possibles si on ne fait rien et les possibles si on fait quelque chose. De montrer qu'aujourd'hui, malheureusement, le coût de l'inaction, qu'elle soit climatique ou qu'elle soit envers la biodiversité, est largement supérieur au coût de l'action. Et donc de montrer qu'aujourd'hui, on peut y arriver, que les outils existent, qu'on a tous ces outils entre nos mains et qu'on a vraiment besoin d'un déclic pour le mettre en place. Mais voilà, j'ai pas de baguette magique, Émilie. Je pense que si j'avais exactement la façon de communiquer qui ferait mouche, je serais direct allée voir le haut de la pyramide pour leur expliquer pourquoi. Voilà, tout ça, c'est important. Mais en tout cas, on essaye. Tout le monde ne réagit pas au même sujet. Tout le monde n'est pas concerné, par exemple, par la santé de la même façon. Tout le monde n'est pas concerné par la fin du mois de la même façon. Mais il y a des sujets qui nous rassemblent tous. Et je pense l'envie tout simplement de respirer un air relativement pur, de boire de l'eau potable, d'avoir des sols en bonne santé, de la nourriture de qualité. Je pense que ça, au moins, c'est des sujets qui nous rassemblent. Et pour ça, la biodiversité est absolument vitale. Et pour compléter, Emeline, tu vois, sur les territoires et les entreprises, en tout cas avec qui il y a une très bonne énergie collective, j'insiste, c'est des choses qui sont déjà bien prises en considération, et notamment sur les territoires pour pouvoir faire des aménagements qui vont bien pour trouver un juste équilibre de vie entre la biodiversité et l'humain. Et donc, il y a déjà des prises de conscience. Maintenant, aller sur ces sujets auprès d'eux, je pense que c'est tout à fait possible pour augmenter les infrastructures, enfin les aménagements, les infrastructures qui feront que, plus la sensibilisation auprès du grand public. Exactement. Laurent, tu avais levé la main. Oui, alors, comme Emeline, moi j'ai grand plaisir à vous retrouver. Pareil. Pour préciser, donc, je suis donc Laurent Forti, je travaille dans un centre de recherche et d'innovation qui s'appelle IFP Énergie Nouvelle. Et moi, je suis sur la partie innovation. On est aussi une entreprise et donc on a aussi un rôle à jouer. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment que sur notre centre de recherche de Solèze, au sud de Lyon, dans la vallée de la Chimie, il y avait eu un atelier avec d'autres entreprises sur l'adaptation au changement climatique. J'ai une de mes collègues qui a participé, mais on n'a pas eu trop d'écho en interne. Et je pense qu'il faut aussi travailler en interne dans l'entreprise pour faire savoir et faire contribuer un maximum de personnes à ces actions-là. Je reviens à la partie innovation. On lance très régulièrement des challenges d'innovation interne. On était dans le cours du 3e qu'on a terminé la semaine dernière et on a souhaité faire intervenir des inspirateurs pour donner envie à nos collègues de contribuer, de proposer des idées. Et on a fait intervenir avec très grand plaisir Heidi dans une conférence qui a été très suivie et beaucoup vue en replay aussi. Super. Et donc c'est important, voilà, y compris pour l'innovation, d'amener des témoignages qui font comprendre les enjeux, parce que même dans une population avertie comme la nôtre, une population de chercheurs, scientifiques, il y a quand même des questions. Et j'avoue qu'il y a une des planches qui a été passée au départ où on voit la modification de la circulation atmosphérique liée au réchauffement en Arctique, qui a expliqué beaucoup, une fois que je l'ai eu en tête, ça a expliqué beaucoup de phénomènes qu'on a vécu cet été. Notamment avec cette goutte de froide sur la France qui a tenu longtemps, alors que tous les autres crevaient de chaud à côté, et donc c'était difficilement explicable au grand public, si ce n'est si on passait par cette explication bien claire. Et pour Emeline, il faudrait peut-être qu'on échange, parce que dans notre challenge d'innovation interne, on avait une proposition finaliste sur un outil pour sensibiliser à la perte de biodiversité. Qui n'a pas été retenu comme lauréate, mais on pourra en discuter, je pourrais vous mettre en relation avec les collègues. Voilà. Avec plaisir, moi je ne demande que ça. Et alors il y a un effet, c'est le paradoxe du pare-brise, je ne sais pas si vous connaissez le paradoxe du pare-brise. Voilà. Mais c'est ça, c'est ce que, en fait, Heidi, tu disais tout à l'heure, les glaciers, c'est loin.
Oui. Mais tu vois, par exemple, la photo que tu montres, ou les photos, le travail de rephotographie qui a été fait au Svalbard par les Norvégiens, en fait, ça claque. Parce qu'on voit l'avant-après. Visuel, exactement. Et effectivement, le problème de la biodiversité, c'est que la perte de la biodiversité, elle est silencieuse. Et en plus, on a un problème de mémoire aussi. Parce que ça, c'est un truc qui a été bien décrit par Daniel Pauly, qui travaille sur les pêcheries. En fait, on change de référentiel, puisqu'on travaille à l'échelle humaine. On change de référentiel, ce qui est vrai aussi pour le climat. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on est à une telle période. Et alors moi, je connais effectivement les départs en vacances avec les insectes sur le pare-brise et toutes les stations-service qui proposaient de quoi nettoyer. Et puis c'était indispensable. Et puis aujourd'hui, ça n'existe plus. Ma fille qui est née en 2017, elle n'aura jamais vu le pare-brise. Et alors, si je rajoute sur le milieu océanique, alors là, c'est formidable parce qu'en plus, on est dans un angle mort et donc on est vraiment loin des yeux, loin du cœur. Les oiseaux marins ou les mammifères marins, ce sont des animaux qu'on ne voit quasiment jamais. En tout cas, on les voit pas tellement en fait. Donc, finalement, c'est une espèce de patrimoine caché qui peut être perdu dans un silence absolu. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment très important en fait de pouvoir faire émerger ça. Parce qu'effectivement, c'est l'histoire du pare-brise. En fait, d'une génération à l'autre, on va oublier ce que nos grands-parents ont pu connaître. On ne va pas savoir ce que les grands-parents ont pu connaître en termes de biodiversité. Et du coup, en fait, finalement, il n'y a pas d'alerte parce que c'est l'histoire du printemps silencieux de Rachel Carson. Voilà. Exactement. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux et très heureuse de te retrouver aussi, Laurent. Laurent, tu avais une autre question ou c'était bon? Non, c'était juste un témoignage de l'intérêt de faire contribuer. Je vous mettrai en relation. Armand, vous avez levé la main, on vous écoute. Oui, alors d'abord, j'ai un problème de voix, là, je suis vraiment désolé. Oh mince, bonjour Armand. C'est la neige qui est derrière moi qui me donne des extinctions de voix, je pense que c'est ça. Oui, je voulais intervenir simplement pour vous dire que je pense en fonction des endroits où on se trouve, les sujets sont plus ou moins faciles à aborder. Moi, je suis sur Grenoble et les glaciers, on les voit pas très loin. Ce qui en reste, j'en ai en face de mon entreprise, en face de Beldon, qui est en train de mourir. Il reste 1 hectare et encore. C'est le dernier de Beldon. Voilà, donc on le voit. Moi, j'ai connu le Mont Blanc où on avait la glace qui descendait pratiquement au Bosson, qui descendait carrément à Chamonix, pas loin. C'était dans la fin du siècle dernier. J'ai vu le changement, effectivement. Ça fait maintenant 40 ans que je suis à la montagne. Le changement, je le vois. Alors, pour revenir sur Grenoble, Grenoble est vraiment en avance sur la mobilité. Pour information, et ça, je vais vraiment le partager, je fais partie d'un groupe. J'ai quelqu'un qui travaille sur la transition, avec qui je suis en contact. Moi, je m'occupe de mobilité. Super. Et aujourd'hui, on est 66 sur le site qui est à Saint-Imier, globalement entre Chambéry et Grenoble. Et sur 66, on est 50% à faire autrement que tout seul dans sa voiture. On est d'autres que des autosolismes. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une volonté de la direction. J'ai de la chance que j'ai un directeur d'entreprise qui est bien, qui est ouvert. Quand il a fallu augmenter le nombre de pare-brise, je lui ai dit, écoute Patrick, tu as 2 solutions. Soit tu fais venir le bulldozer et tu fais des places, soit tu fais un plan de mobilité. Et on a fait un plan de mobilité en 2020. Pendant le Covid. Plan de mobilité plus télétravail. Et donc aujourd'hui, on est 50% engagés. D'ailleurs, je ferai un post bientôt sur LinkedIn. Heidi, si tu peux regarder. Oui, carrément. Et donc voilà, là-dessus, c'est important. Et ça marche. Et ça marche pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté dans l'entreprise. Et je me souviens d'un journaliste qui est venu nous voir et qui a dit, mon patron, mais ça vous coûte combien ? Ça nous coûte quand même, mine de rien, 10 000 euros par an. Là, on va verser ce mois-ci 10 500 euros aux gens qui sont venus en vélo, qui sont venus en covoiturage. Et j'en ai maintenant qui viennent aussi en bus. Et on est plus de 50%. Et on est à 15 km de Grenoble. Et on fait plus de 20 km par jour de vélo. 20 km par jour. Alors qu'on est loin des 5 km donnés. Pourquoi ? Parce qu'on a des voies vertes. Alors là, je mets ma casquette AF3V, Association française des véloroutes voies vertes. On a 26 000 km de véloroutes voies vertes en France. Et mon objectif, moi, là-dessus, sur cette mobilité qui dépasse le quotidien, qui est la mobilité, on va dire, de loisirs, je rêve que demain, les Alpes deviennent des véloroutes. On va découvrir les patrimoines. D'ailleurs, on a fait l'expérience l'année dernière, on est tous en Haute-Maurienne pour montrer aux Mauriennais qui sont quand même un peu difficiles, sachant que je suis Mauriennais, donc je sais à qui j'ai affaire. Ils ont un petit peu de comprendre qu'il n'y a pas que le vélo sportif. Il y a le vélo du quotidien. En fond de vallée, on commence à pédaler. Il y a le vélo loisir.
Et j'ai un projet, et ça fait un lien, et on a un projet d'Eurovélo entre Turin et Bordeaux, et ça fait Maya avec une dizaine d'Eurovélo en Europe. Donc voilà, trouver un autre moyen de se déplacer demain, de dire, et ça j'aime bien ce que dit Jean Covici dit, on n'est pas obligé de bout de la terre pour se dépayser. En vélo, on peut aller pas très loin, et on passe de super bons moments. Et je me souviens l'année dernière, quand j'étais en Corse, quand je suis arrivé au sommet d'un col, j'avais plus d'eau, j'ai demandé de l'eau. Et le Corse m'est revenu avec des citrons. Ça, c'est des images qui marquent. Oh, excellent. Voilà. Et c'est ça, je te rejoins et dit, effectivement, faut passer des récits qui soient sympas. Faut donner envie aux gens d'y aller. C'est clair. Et ça, on a tous un rôle à jouer, que ce soit sur les réseaux sociaux, à faire rêver un petit peu les autres. Et je pense que ce côté-là, il faut des ID dans la biodiversité aussi. Donc voilà, et je pense qu'il faut il faut se sentir là-dessus. Et avec des images, alors ça, c'est mon côté marketeur, je suis désolé. Il faut accrocher. Et pour accrocher, il faut des images fortes. Alors, des images qui ne sont pas trop décalées par rapport à la réalité, mais donner envie là-dessus. Et pour finir, je retiens vraiment un mot de Christophe André qui est pas mal, qui dit il est plus efficace d'incarner ses valeurs que de se contenter d'en parler. Et ce que tu fais, Heidi, je pense que c'est tout à fait ça. Tu incarnes tu parles de ce que tu incarnes. Et donc, quelque part, ça parle à tout le monde, quoi. On sent pas que t'es pas quelqu'un de déconnecté, et donc t'accroches plus facilement. On voit bien les retours de tes interventions. Donc, je rêve effectivement de jeunes comme vous, comme toi, qui font changer les choses, parce que nous, enfin moi j'ai plus de 60 ans, j'ai fait 3 tours du monde pour aller au boulot en vélo. Là, je commence à faire du vélo autrement. Mais ça fait 40 ans que je fais du vélo, donc ça va. Alors j'avais mal commencé, hein. J'étais commencé avec un trial à monter sur les sommets, donc voilà. Mais j'ai vécu quelque chose. Je suis en Hollande il y a 40 ans en arrière, et quand j'ai vu ces Hollandais, je me dis ils sont fous leur vélo là. Ah bah ouais, exactement. Et voilà. Donc il faut des changements comme ça. En France, on est en train de changer sur le vélo, ça c'est clair. Le vélo est en train de rentrer. À Grenoble, il y a des autoroutes à vélo. Et c'est un peu pour ça que j'ai du mal qui mon vélo. En tous les cas, il y a moyen, et il faut que chacun exploite son environnement, les forces dessus pour faire savoir que c'est possible, on peut changer. Il faut donner envie de changer. Et ce qui est marrant, dans ma boîte, on vient me voir, je fais aucun prosélytisme, mais simplement on vient en vélo, on s'aperçoit qu'on vient en vélo. Bon, aujourd'hui, il y a un peu moins de monde, il fait un peu froid, bref. Mais globalement, on y arrive. Et vous verrez les résultats qu'on postera derrière, ils sont à la réalité, et il faut un ensemble pour que ça marche. Et donc, il faut trouver des gens qui effectivement, des ambassadeurs à ce côté-là pour arriver à faire bouger les choses. Voilà, je vais arrêter, autrement Vraiment, merci. Merci Armand. Je vais juste dire à Armand que... En tout cas, c'était On est des super. gens passionnés sur le vélo. Alors, on va parler de son expérience vélo. Voyageur à vélo, tu veux discuter Oui, c'est vrai. d'une route, Oui. d'une Eurovélo, parce que j'ai quelques propositions à faire sur le vélo. Voilà, tu peux me contacter sur LinkedIn, il n'y a pas de souci, on échangera là-dessus. Voilà, vous vous contactez. Et les Armand, sujets du vélo, on adore. Hein. Et merci pour tout ce que tu fais, Armand. Merci beaucoup. Franchement, bravo. Tout le monde, allez, bye bye. Super lourd. S'il y a d'autres questions, on peut en prendre une dernière, mais on s'était engagé jusqu'à 14h pour vous permettre de continuer. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? Tous les jours à vélo, retour proche de Chambéry. Oui, exactement. Et oui. Le sujet de la cyclomobilité, c'est un sujet que je connais bien également, puisque on est cyclo-entreprise, je ne l'ai pas précisé, mais on est cyclo-entreprise et adhérent des boîtes à vélo. D'accord, c'est bien. D'accord. Et on accompagne beaucoup de cyclo-entrepreneurs dans leur communication et leur image pour valoriser aussi leur façon de faire autrement. Donc voilà, des métiers qui se réinventent pour retrouver une autre mobilité, comme du paysagisme, comme de l'élagage. Voilà, donc des métiers qui doivent être accompagnés au-delà de la technique de quel vélo choisir, mais aussi accompagnés pour valoriser et expliquer pourquoi ils ont fait ces choix auprès de leur clientèle. Donc ça, ce sont des sujets que l'on connaît très très bien et qu'on adore. Ok. La semaine prochaine, on fait un webinaire sur le train et le vélo. Alors, on a fait une enquête nationale et pour montrer que le lien entre l'intermodalité vélo-train, c'est des alternatives à l'autosolisme. Ça, c'est vraiment pas le vélo tout seul, quoi. Ah bah oui, on est d'accord. Ouais. Au printemps, j'ai fait un tour de France en vélo comme ça, avec le train, ça a très bien marché. Mais bon, c'est un autre sujet. Bonne journée à tous. En tout cas, à toutes et tous. Heidi, est-ce que tu as quelque chose à compléter ou c'est tout bon pour toi? Super heureuse. On voit que même ici, le dialogue se fait bien. Oui. Non, mais vraiment, merci infiniment à tout le monde de nous avoir rejoints. Et au plaisir de se croiser bientôt pour accompagner vos stratégies. On est là. Voilà, merci beaucoup. On vous envoie le replay dans un mail à suivre et également un lien pour toute prise de rendez-vous pour plus d'informations plus détaillées sur votre projet ou d'entreprise ou de territoire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et très belle fin de journée. À bientôt. Ciao, ciao.